Comment peut-on arriver au pouvoir? Alors, vaste sujet. Effectivement, pourquoi insister sur ce point? Parce que aujourd'hui, qui peut arriver au pouvoir et comment? Et dans quel cadre? Parce que le pouvoir lui-même n'est pas une fin. Marine Le Pen a dit l'autre fois, dans son congrès, le pouvoir, c'est le but. C'est absolument pas le but. Le pouvoir n'est qu'un moyen de changer les choses selon une orientation qu'on a prédéfinie à l'avance, mais évidemment avec les nuances du réel qui s'imposent. Arriver au pouvoir, pourquoi faire? Et comment? Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est si aujourd'hui un parti révolutionnaire, un parti défenseur d'identité par exemple, voulait arriver au pouvoir en France, est-ce que c'est possible? Très simplement, on va analyser le cadre français. Et pourquoi? Très rapidement, on va se rendre compte qu'on ne peut rien faire. Concrètement, le mode de scrutin, les élections. Qu'est-ce qu'il faut gagner? Alors, d'abord, la première chose, c'est les élections présidentielles. Les élections présidentielles, vous le savez, il faut dépasser 50% des voix au deuxième tour. Aucun parti révolutionnaire ne peut arriver à dépasser 50%. Parce que les forces d'inertie sont toujours plus fortes que les forces révolutionnaires, et qu'il y aura toujours une majorité de gens pour freiner les cas de fer. Donc, les minorités actives, c'est-à-dire 30%, 40% des électeurs, ne peuvent pas gagner les présidentielles. Deuxième chose, les législatives. Même tarif, même punition en France, le scrutin majoritaire à deux tours, avec effet de vote utile. Conséquence évidente, les petites formations, quand je dis petites formations, ça peut aller jusqu'à 15 à 20% des électeurs, sont laminées. Le Front National avec 13% des voix à 8 députés. Bon, ça veut bien dire qu'on est très loin du compte. Reste le Sénat. Alors le Sénat, c'est quoi? C'est une élection des élus. C'est-à-dire que donc, il faut avoir gagner plein d'élections intermédiaires, des mairies, des conseils régionaux, etc., pour pouvoir avoir une chance d'avoir beaucoup d'élus au Sénat. Bon. Voilà toutes les conditions requises. Pourquoi est-ce qu'il faut gagner tout? Parce que si vous faites un changement radical, il faut changer la Constitution, voire même la supprimer. Et même le référendum n'est pas si simple. Pourquoi? Je me suis encore énervé récemment avec un nationaliste qui ne savait même pas comment font que le président de la République ne pouvait pas convoquer un référendum. Les gens ne le savent pas. Parce qu'il faut lire très précisément la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution dit que le président de la République peut convoquer un référendum sur proposition du Premier ministre. Ça veut donc dire qu'il faut que le Premier ministre soit de la même couleur politique que le président. Ça veut dire qu'il faut gagner les législatives. Déjà. Deuxième problème. Avant de pouvoir proposer le congrès ou le référendum, il faut que le projet de réforme constitutionnelle soit voté dans les mêmes termes, et j'insiste, par l'Assemblée et par le Sénat. J'ai expliqué que le Sénat était un mode de scrutin indirect, donc c'était extrêmement compliqué d'y avoir une majorité lorsque vous avez cela rupture. Ça veut dire que par exemple Marine Le Pen aurait gagné les présidentielles, ce qui à mon avis était impossible. Elle aurait même gagné les législatives, ce qui est encore moins crédible. Eh bien, elle aurait été confrontée au blocage du Sénat, elle n'aurait rien pu faire. Elle n'aurait même pas pu organiser son référendum sur l'Europe parce que c'est constitutionnel maintenant tout cela. Moralité des choses, est-ce que c'est possible avec le scrutin majoritaire à deux tours de gagner les présidentielles et les législatives pour un parti de rupture et en plus d'avoir un Sénat à sa botte? Eh bien sûr que non. Sans parler des conséquences économiques évidemment, des sanctions internationales qui pourraient exister à la moindre velléité de faire quelque chose de courageux. Moralité des choses, les élections présidentielles ne servent à rien, les élections législatives ne servent à rien, les élections sénatoriales ne servent à rien. Ne pas voter serait presque plus utile, parce qu'au moins ça les délégitimerait complètement. Reste la question des élections européennes. Et là est le paradoxe. Bien sûr, les élections européennes, normalement, amènent des gens qui n'ont aucun pouvoir, à la différence des présidentielles ou législatives. Évidemment, l'eurodéputé n'a pas grand-chose comme pouvoir à faire. Mais il a la légitimité démocratique derrière lui. Je rappelle qu'aux élections européennes, c'est la proportionnelle. Alors, pas la proportionnelle intégrale, certes, mais la représentativité au Parlement européen est infiniment supérieure à la représentativité à l'Assemblée nationale. Et il y a cette légitimité démocratique. Comment arriver au pouvoir? Là, la question est donc simple. Eh bien, il faut gagner les élections européennes. Mais gagner les élections européennes, ça ne veut pas dire gagner les élections européennes en France. Ça veut dire gagner les élections européennes au niveau de l'Union européenne elle-même, donc des 28 ou 27 États membres, si le Royaume-Uni, demain, nous quitte réellement. Et c'est là que tout change. Si
un parti identitaire européen arrive à émerger médiatiquement et politiquement, et qu'il se présente sous son même nom dans les 28 États membres, et qu'il arrive au final, avec un travail de terrain et plusieurs années, à obtenir 30% des eurodéputés, à ce moment-là, tout peut changer. Parce que si vous avez un socle de 30% des eurodéputés, que vous avez donc le vent de l'histoire derrière vous, eh bien vous allez voir des gens qui vont venir à la victoire, comme on appelle ça. Des eurodéputés d'autres colorations politiques, par exemple du PPE et de la droite, qui se sentent certainement plus proches d'Européens destinés au combat identitaire que d'une extrême gauche d'importation, on va dire. Moralité des courses, ils viennent en renfort. Et de 30%, on passe la barre des 50%. On passe pas la barre des 50% en s'imaginant que tous les électeurs vont voter pour vous. On passe la barre des 50% parce que de 30% d'eurodéputés et le ralliement de 20% d'autres eurodéputés, eh bien, on obtient la majorité qu'on n'avait pas. Avec 50% des eurodéputés et le soutien démocratique que ça implique, et qu'on avait annoncé le programme dès le départ aux électeurs, on autoproclame l'Assemblée en question, le Parlement européen devient Assemblée européenne constituante, par autoproclamation, exactement comme le serment du jeu de paume en 1789. En clair, le Parlement européen réclame, au nom de la légitimité démocratique qui est la sienne, et sa représentativité, le pouvoir. Et dit clairement à la Commission et au gouvernement des États, vous n'êtes plus légitime dès ce jour, vous avez cessé juridiquement d'exister, nous réclamons le pouvoir. Et ce pouvoir est obtenu démocratiquement, malgré le caractère putschiste de l'affaire, démocratiquement, comme la Révolution française en 1789, permet, à ce moment-là, d'avoir un gouvernement européen provisoire qui préparera une constitution européenne et qui la soumettra au vote de tous les Européens. Parce que le scandale du Brexit, par exemple, il est où ce scandale du Brexit? Eh bien, il est dans le fait que le sort de l'ensemble de l'Union européenne est confié à un pays qui a le droit d'en décider. C'est pas aux Britanniques de dire si l'Union européenne doit vivre ou mourir. C'est pas aux Britanniques de se prononcer pour engager tout le monde. Le Brexit aurait dû être double, c'est-à-dire faire voter sur le Brexit les Britanniques, mais faire voter l'ensemble des États membres de l'Union européenne en même temps sur le Brexit. Là, ça donne une double dimension, parce que demain, le Royaume-Uni se retrouverait avec des membres de l'Union européenne à majorité qui disent dehors aux Britanniques, c'est pas la même chose. Le Britannique qui quitte l'Union européenne ou le Britannique qui se fait foutre dehors de l'Union européenne, c'est pas le même message reçu. Or, je pense que beaucoup de Britanniques se sont trompés lors du Brexit, ils ont été manipulés par les médias et les tabloïds britanniques, et leurs intérêts ont été trahis. Je le dis très clairement sur ce sujet-là, qui sort un peu du cadre simplement de savoir qui peut arriver au pouvoir. Le Brexit, c'est faire du Royaume-Uni la colonie de ses anciennes colonies, la colonie du Commonwealth, et c'est faire du Royaume-Uni le 51e État américain. Où est l'indépendance, où est la liberté, où est la souveraineté des Britanniques dans cette affaire? Nulle part. Par ailleurs, on constatera que les libertés publiques au Royaume-Uni, dès que les gens veulent s'opposer au multiculturalisme, sont très limitées. Il y a eu des arrestations abusives récemment, etc., etc. Le maire de Londres, Sadiq Khan, explique que si Donald Trump est reçu au Royaume-Uni, il y aura des émeutes, enfin, etc. Ça va quand même très loin. Donc, très clairement, aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est pas indépendant, n'est pas libre, il n'est pas souverain, et il ne sera pas avec le Brexit. Je dirais même, paradoxe des paradoxes, qu'en quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni sera moins souverain.